Donc ce soir, je vais vous présenter une conférence qui s'intitule « Les lasers du futur ». Donc peut-être que dans le futur, on aura des lasers qui éclaireront le phare de Ploumanac. Peut-être que le rouge sera un hélium néon, je ne sais pas. En tout cas, cette terre de laser qui m'a si bien accueilli aujourd'hui rayonne de mille feux, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va continuer à faire rayonner notre belle Photonics Valley avec les lasers Lumibird, les lasers du futur. Donc la découverte du laser n'est pas la solution à un problème donné, mais plutôt une solution qui pose de nouveaux problèmes. Donc tel que l'a présenté Charles Shallow, le co-découvreur du laser. En fait, cette invention est un petit peu plus qu'une invention, puisqu'elle a conduit à pas moins de 26 prix Nobel de physique, et demain encore d'autres, je pense, enfin certainement. Donc je vais vous faire une présentation d'abord des principes généraux de fonctionnement, puis assez rapidement des applications, et dans un troisième volet un petit peu plus long, les lasers de l'extrême, donc qu'on trouve pas encore partout. Donc les principes de fonctionnement. Donc pour les assidus d'Armor Science, vous avez eu la belle conférence de Monsieur Montfort, coprésident du Centre de la découverte du son. Je vais présenter d'abord l'amplification à l'image de l'effet Larsen. L'effet Larsen, est-ce que quelqu'un dans l'auditoire ne connaît pas ou pourrait lever la main? Si vous ne connaissez pas, je peux vous faire biper. Non? Ok. Tout le monde connaît ou personne n'a envie d'entendre. Donc lorsqu'un micro est orienté face à un haut-parleur, donc une petite fraction de l'onde sonore peut se réfléchir vers le micro, et donc un son aigu très, très désagréable car spectralement pur, sans timbre aucun, est appelé le Larsen. Donc en fait, que l'onde soit sonore ou lumineuse, il peut survenir de l'amplification à partir du moment où une onde reboucle à travers l'ensemble du système. On dit que le gain est saturé. Donc pour que cette boucle se fasse, dans le cas de l'effet Larsen, il faut avoir le micro en face du haut-parleur, être à une bonne distance, bien choisie, et avoir un gain super élevé. Le laser, il n'y a pas qu'un amplificateur. Les trois éléments essentiels pour fabriquer le laser sont l'apport d'énergie, chimique, électrique, optique, le milieu amplificateur, à l'instar de l'amplificateur opérationnel pour le Larsen, et la cavité, à l'instar du micro et du haut-parleur pour le Larsen. Donc sur ce schéma, vous voyez ici un pompage transverse, c'est-à-dire que l'énergie est apportée par la tranche sur un milieu actif, qu'on appelle milieu actif ou milieu amplificateur, ou milieu à gain parfois. Les miroirs, donc un 100%, un partiellement réfléchissant, et une sortie du laser vers la droite. Différents milieux amplificateurs existent. Les lasers à gaz, souvent très puissants, très directifs, qu'on va utiliser pour leur qualité spatiale. Les lasers à colorants, qui sont intéressants en biologie, en médecine, car donc très puissants dans des longueurs d'onde vert, rouge, des longueurs d'onde de médecine. Les lasers solides, qui sont donc les lasers les plus puissants, donc où on retrouve aussi les lasers à fibres. Donc là, l'amplification se fait au travers d'un cristal ou d'une fibre optique. Et enfin,
les lasers à semi-conducteurs, donc j'injecte un courant électrique et il se forme une onde lumineuse du fait donc de la distance en fait, enfin de l'accélération des porteurs sous l'effet du champ électrique, il se forme une onde lumineuse. Alors je vais continuer avec les analogies sonnantes et trébuchantes, puisque là vous voyez donc une belle image, donc c'est un cachalot en fait. Donc c'est juste pour vous dire une propriété un petit peu particulière de la lumière par rapport au son. Donc le son doit être transformé en tension pour être amplifié, ça tout le monde le sait. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais donc il y a un amplificateur opérationnel qui amplifie la tension et des circuits électroniques qui sont utilisés au niveau de la réception, au niveau de la détection pour le sonar. Donc le son peut aussi être détecté et émis donc, dans le règne du vivant, donc dans le cas du cachalot, donc on a le sac distal qui est la production du son, l'organe du spermacétie qui donc conduit, donc propage le son, se réfléchit donc sur le sac frontal pour être ensuite émis sous forme de clic à travers ce qu'on appelle le melon. Et donc une série de clics permet donc à l'instar d'un sonar de détecter la forme et la distance des proies, donc les calmars. Par opposition, la lumière, elle, donc par opposition à la lumière, pardon, le son ne peut pas être amplifié par la matière. Ça veut dire que que ce soit dans le vivant ou en technologie, on ne peut pas augmenter le son simplement en le faisant traverser un média. D'où la nature quantique de la lumière, en fait. La lumière, elle est de nature quantique. Alors là, c'est un gros mot, quantique, ça veut dire finalement quantifié, discret, qui a des états dont on peut donner une énergie. Donc ça va être la seule équation que je vous donne aujourd'hui, c'est l'équation d'Einstein-Planck qui relie l'énergie du photon à sa longueur d'onde. Donc chaque photon a une longueur d'onde. Les photons bleus sont, pour un photon bleu, on a 2 fois plus d'énergie qu'un photon rouge. Donc la lumière peut être vue comme une onde électromagnétique ou un faisceau de photons. En fait, c'est l'un et l'autre. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Et on utilise plutôt la notion d'onde quand on s'intéresse à sa propagation et plutôt à la notion corpusculaire quand on s'intéresse à la détection. Donc Albert Einstein, lui, en 1905, a dit bon, les photons, ils peuvent n'avoir que certains niveaux d'énergie bien particuliers, et c'est important pour comprendre d'où vient cette lumière si particulière qu'est le laser. Donc je vais passer rapidement. Donc il y a 3 processus d'interaction lumière-matière. L'absorption, premièrement. Donc l'énergie lumineuse excite une particule, le photon disparaît et l'électron passe du niveau bas au niveau haut. L'émission stimulée, donc où l'électron stimulé par un photon se désexcite en générant 2 photons identiques. C'est les photons jumeaux donc Einstein a découvert en 1917. Et l'émission spontanée, où on a une désexcitation naturelle au bout d'un certain temps, finalement, quand l'électron est excité, c'est pas favorable. La nature a toujours envie de redescendre dans l'état de moindre énergie. Au bout d'un moment, il émet un photon, mais alors ce photon-là, il a la bonne longueur d'onde, mais il n'a pas la bonne direction. Bon, on peut voir différentes manières, c'est pas facile. Donc Einstein a dit que
enfin qu'on ne pouvait pas comprendre la physique quantique, c'est difficile à illustrer. Je vais juste insister sur le fait qu'on a deux processus symétriques, absorption et émission stimulée, parfaitement symétriques, et que l'émission stimulée, c'est celle qui va permettre de faire le laser, et l'émission spontanée, c'est celle qu'on va essayer qui va retarder l'apparition du laser, donc qui est probablement la limite donc au laser du futur, les lasers organiques, les lasers hybrides sur puce. Vous allez voir qu'on va devoir combattre l'émission spontanée. Bon, et j'ai été obligé de faire un clin d'œil à Alfred Kastler, donc le Nobel de 1966, donc qui a découvert le pompage optique. Lorsqu'un photon bleu est absorbé, donc comme je vous disais, il a plus d'énergie. Il y a donc un photon bleu qui est plus énergétique qui est absorbé et une transition laser qu'on appelle émission qui est rouge. Et il est possible d'avoir une inversion de population, c'est-à-dire plus d'électrons excités que d'électrons au repos. Et dans ce cas, le pompage favorise l'émission stimulée. Voilà, bon, j'ai fini avec la mécanique quantique. Ce qui se passe, c'est le laser, c'est de l'amplification stimulée uniquement. On va saturer le gain, il va y avoir que de l'émission stimulée, et on va avoir une réaction en chaîne où il n'y a que de l'émission stimulée à l'intérieur du médium. À partir d'une certaine puissance, l'émission spontanée, elle est ridiculement petite dans sa contribution, et l'absorption également. Les applications. Donc, on a trois propriétés principales, la faible divergence, la monochromaticité et la cohérence. Donc je vais vous expliquer ces trois termes un peu biscornus avec les applications. La faible divergence, c'est, bon, comme tout le monde le sait, un faisceau émis dans une et unique direction. Donc on va avoir besoin d'un faisceau faiblement divergent quand on veut faire par exemple la télévision laser. Dans le futur, un smartphone permettra de projeter une émission de télévision. Des projections donc dans des stades pour les spectacles son et lumière. Donc la faible divergence est très utile aussi pour faire des mesures à grande distance. Par exemple, la distance Terre-Lune en temps réel est mesurée grâce à un laser qui a été déposé lors des missions Apollo. Donc voici le Lunar Laser Ranger Experiment. Le travail du géomètre également est important, puisque quand on fait de la cartographie, que ce soit industrielle ou patrimoniale, on a besoin d'une précision souvent millimétrique. Et enfin, la faible divergence est utile pour le LIDAR résolu en temps. Donc c'est plus résolu que le radar. Donc LIDAR, ça signifie Light Detection and Ranging. La détection de lumière et la mesure de distance, mesure de vitesse, de distance. Donc c'est le même principe que le radar, sauf que on peut détecter des objets plus petits comme des nuages de gaz ou de particules, faire des cartographies de vent, faire une détection d'obstacles. Dans le sport également, on se sert de lidar, par exemple. Là, il y a les Masters en Géorgie de golf, donc tout le monde calcule la distance à laquelle, et pour choisir le bon club de golf, on utilise un lidar. Voilà. Mais plus intéressant, on peut se servir d'un lidar embarqué sur un avion pour découvrir des richesses cachées. Donc ici, à travers le couvert végétal de la forêt cambodgienne, on a retrouvé la capitale Khmer, c'est pas moi, c'est le Cambodian Archaeological Lidar Initiative qui a retrouvé en fait les fondations des canaux et une ville qui tenait plus de 10 millions d'habitants au XIIe siècle.
une ville gigantesque autour d'Angkor Wat. Donc on a pu le retrouver grâce à la précision du laser qui est si fin qui traverse en fait le couvert végétal de la forêt cambodgienne. Donc la faible divergence, vous avez vu que c'est très intéressant. La monochromatique, ça signifie une seule longueur d'onde. Une seule longueur d'onde. Donc déjà, on va voir le spectre lumineux. Donc la lumière visible finalement représente une fraction infime de l'ensemble du spectre de rayonnement électromagnétique. Et le laser, lui, il va en sélectionner une toute petite fraction à l'intérieur de cela. Par exemple, le laser bleu, il peut être très très piqué sur cette intersection, donc on appelle le continuum du spectre visible. Donc en 1966, Newton observe et interprète pour la première fois la décomposition de la lumière solaire à l'aide d'un prisme en verre. Il l'a interprété à l'époque comme une nature corpusculaire. Il pensait que les photons bleus étaient bloqués. En fait, il leur avait attribué une masse qui percutait plus d'objets. Donc du coup, ils étaient plus déviés que les photons rouges. Donc c'est intéressant de voir qu'il avait eu cette intuition du corpuscule bien avant le modèle de Bohr et d'Einstein-Planck. Donc Newton donc a également fait un traité d'optique qui a fait vraiment date, puisqu'il a aussi initié les travaux sur les lentilles, les travaux sur la formation d'images qui ont été universellement reconnus comme les meilleurs. Donc, il existe plusieurs spectres lumineux. Donc, les lampes fluocompactes sont des émissions discrètes. Donc ici, on retrouve finalement la nature, les raies fines des atomes présents à l'intérieur de la lampe fluocompacte. Donc ça, sont des lampes qui s'échauffent peu, puisqu'il y a surtout du bleu, du vert, et la composition de tout ça donne du blanc. Les lampes halogènes, elles, vont ressembler plus à la lumière du soleil et correspondront à une lumière plutôt chaude. Donc on appelle une lumière... on peut donner une température pour la lumière également, si on transforme l'équation avec la constante de Boltzmann. Les lasers ont une émission très fine et le Soleil, lui, a une émission continue avec certaines raies d'absorption, donc raies perdues, du fait que la lumière est traversée du coup l'atmosphère et d'hélium qui entoure le Soleil. Vous allez en savoir plus sur cela. Donc je vais aller sur la cohérence maintenant. Donc la cohérence, donc il s'agit de dire toutes les ondes sont identiques. Donc sur cette image, vous voyez ce qui se passe quand on focalise un laser avec une lentille. On n'a pas juste un rond ou un disque, on a plutôt un rond central et des rebonds, la tâche d'Airy, comme on l'appelle. Et ici, donc deux ronds, donc quand on fait passer, quand l'objet est constitué de deux trous en fait, suivi par une lentille, et ça c'est l'image au niveau du détecteur de ce système. Donc deux trous éclairés par un laser, une source bien cohérente, une lentille, et au foyer, donc vous voyez en fait, non seulement on n'a pas deux disques, mais en plus les anneaux forment donc doucement en fait reprennent la forme de l'autre, ce qui signifie qu'en fait elles sont toutes de la même origine. C'est l'atome qui les a générées. Elles sont toutes identiques. Donc quel est l'intérêt d'être cohérent ?
donc analyser, étudier, mais également découper, utiliser des objets dont l'échelle est comparable à la longueur d'onde, 1 micromètre. Donc 1 micromètre, aussi loin que je me rappelle, c'est la taille d'un neurone. Tout petit. Donc on a beaucoup de neurones, je crois, 100 milliards de neurones. Donc imaginez 100 milliards de photons. Bon, on peut en avoir énormément. Donc les interférences, c'est un mot qu'on retrouve souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Interférence, ça veut dire des franges brillantes, des franges sombres, donc alternées, brillantes et sombres, qui sont produites lors de la réflexion ou de la transmission sur des objets dont la taille est comparable à la longueur d'onde. Donc si j'ai un laser qui éclaire un objet très fin, je vais le diffracter de cette manière-ci. Donc ici on a la diffraction par une fente fine de la taille de la longueur d'onde. Voilà, le laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, c'est ces trois propriétés-là qui donnent la richesse de leur application. Et vous allez voir aussi leur puissance. Parce que historiquement, on avait déjà réussi à avoir ces trois propriétés-là réunies dans une seule source. C'est ce qu'on appelle, historiquement, à la fin du 19e siècle, c'était donc la lumière cohérente avait déjà été étudiée expérimentalement, notamment par l'expérience de Michelson et Morley, qui a invalidé la présence d'éther autour de la planète Terre. Donc on pensait à l'époque que la Terre bougeait dans un ensemble fluide qui ralentissait, qui la ralentissait et qui la portait. Aujourd'hui, on sait qu'autour de la Terre, c'est du vide et des particules, mais la présence d'éther a été invalidée par une expérience similaire à un laser, sauf que c'était à la fin du 19e siècle, donc avec un monochromateur. Donc ils ont filtré une seule longueur d'onde d'une lumière à lampe atomique. Donc ils en ont récupéré qu'une seule, et ils ont fait ce qu'on appelle un interféromètre pour faire des interférences. C'est un moyen de test où on sépare un faisceau en deux. Et donc cet interféromètre, il a permis déjà de faire des expériences de physique fondamentale et aussi de commencer les travaux pour la suite d'Einstein. Alors, le laser, il offre bien davantage de brillance que le monochromateur, puisque si on compare un laser hélium-néon avec le soleil, on va pouvoir le focaliser beaucoup plus fort du fait qu'il n'ait qu'une seule longueur d'onde. Donc il n'est pas dispersé, donc 20 micromètres, ça va être la taille du spot au fond de la rétine, et l'éclairement, c'est 10 fois plus grand, au moins 10 fois plus grand que l'éclairement du soleil. Donc on utilise une signalétique pour les lasers, c'est international. Donc le premier laser de l'histoire, il a été fabriqué en 1960 par Ted Menman, au Hughes Laboratory, Malibu. Il était un peu freelance. On n'aurait pas paré un copec sur Ted Menman. Il a fabriqué cet objet-là, donc un miroir partiellement réfléchissant, un miroir parfaitement réfléchissant, un barreau de rubis, un serpentin là, donc c'est la lampe flash, et une électronique intéressante pulsée pour envoyer des flashs. Donc aujourd'hui, cette technique-là de pompage transverse, c'est la technique des lasers solides.
Donc à l'intérieur de ce laser, vous avez également un barreau en solide, en néodyme, néodyme YAG, et une lampe flash qui va exciter le barreau. Le miroir de sortie, qu'on appelle coupleur de sortie, est là, partiellement réfléchissant, et le miroir 100% réfléchissant, il est là. Et ici, on a un système de combinaison, donc pour rentrer dans 2 fibres optiques, donc des fibres d'acheminement vers la tête optique. Donc, vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé en 50 ans. C'est normal. Il a fallu beaucoup d'audace pour Ted Menman le réaliser. Et aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Donc aujourd'hui, ce qui fonctionne, je vais vous présenter la décomposition du marché des lasers dans le monde. Donc le total des ventes, c'est 10,4 milliards de dollars en 2016. Ça représente l'équivalent de la plus-value qu'on fait sur le blé en France quand il est transformé, donc le secteur blé quoi, sur cette céréale-là. Donc c'est quand même assez gros, mais petit par rapport à d'autres industries pharmaceutiques, médicales, c'est bizarre que ça soit si petit. Le télécom représente 34% du secteur. Donc il y a énormément de lasers, on a besoin de lasers extrêmement fiables pour le télécom. Je vais en parler puisque le télécom c'est demain. Le traitement des matériaux, 30%, ça c'est un laser de soudure. Donc au bout on a des lentilles, au foyer des lentilles, on a un objet qu'on peut souder. On peut aussi très bien découper. Généralement on utilise des lasers à gaz de type laser diargon au dioxyde de carbone. Il y en a qui peuvent découper des plaques de plus de 10 cm d'épais. Évidemment, suit la photolithographie, les activités de recherche et développement en défense, le médical, l'instrumentation, les Blu-ray DVD ne représentent que 2%, alors qu'on y pense tout le temps, les écrans 2% et l'impression 1%. Alors, je vais vous présenter une certaine forme de cavité un peu différente de 2 miroirs. Pour fabriquer des lasers, on peut parfois utiliser des cavités rondes. Donc la cavité en anneau à mode de galerie. Donc il suffit d'aller à Londres pour en prendre la mesure. En chuchotant dans la galerie des murmures, c'est suffisant pour se faire entendre à l'autre bout de la coupole qui mesure 32 mètres de diamètre. Donc il s'agit d'une curiosité acoustique. Les ondes se réfléchissent sur la paroi interne de la galerie et donc l'onde sonore n'est pas amplifiée, mais elle est guidée et du coup elle n'est pas perdue dans un ensemble puisqu'on est à l'intérieur de la coupole. La cavité est adaptée aux longueurs d'onde acoustiques dans cette cathédrale Saint-Paul à Londres. Elle a été transposée donc dans le domaine photonique. Donc on a des résonances qui sont plus piquées cette fois-ci. Donc c'est un peu comme si dans la cathédrale Saint-Paul à Londres, on ne pouvait faire passer que la note Do et pas les autres de l'octave. En photonique, on va être intéressé pour avoir une seule et unique note du spectre pour les applications donc de biologie, matériaux, information, filtrage, physique fondamentale. Donc je vous présente ces objets donc, sur lesquels j'ai pu travailler au cours de ma thèse. Donc ce sont des microsphères donc, en silice. Je vais vous expliquer comment on les fabrique. Donc la lumière en fait est piégée par réflexion totale interne successive et forme des grandes boucles. Elle doit faire peut-être 1 million de tours avant d'être dissipée par une diffusion. Le microdisque, donc celui-ci c'est un semi-conducteur.
cette fois, et le microtor, c'est un hybride puisqu'il est un pied en silicium, semi-conducteur, et un tor, une forme de bouée en silice. Et à droite, ces microtors ont été vraiment extensivement utilisés dans la littérature pour faire des fonctions télécommunications avancées, ou pour affiner des lasers, ou faire. Ils ont aussi réussi à faire vibrer le tor avec la lumière qui passe à travers. Et du coup arriver à refroidir en fait le tor en sélectionnant certaines lumières qui le traversaient. Ils ne sont pas arrivés au bruit fondamental, mais d'autres structures microphotoniques ont réussi à l'atteindre. Enfin, c'est un objet très intéressant, le tor, parce que la rugosité est subnanométrique. Alors pourquoi la rugosité subnanométrique? Donc c'est parce qu'en fait on part d'une fibre optique, on la suspend en fait d'abord, on la suspend avec une petite férule, et on lui forme une forme de fuseau qu'on peut appeler préforme. Ensuite cette fibre amincie, on met un coup de laser CO2 pour couper le pédoncule en fait qui pend. Couper le poids, et avec le laser CO2 on remonte dans ce plan là, et un coup de laser CO2 permet de former par tension de surface la boule au bout de son petit pédoncule, hop, ici. Et au cours de ma thèse j'ai réussi à voir un tout petit point rouge qui se situe là, qui signifie que le pédoncule est si fin qu'il peut se former une interférence de la lumière du microscope à travers le pédoncule. À l'époque, j'avais de bons yeux. Et cette technique m'a permis d'avoir des diamètres très petits, et c'était intéressant. Les microtors, eux, sont obtenus par gravure. Donc d'abord, on forme un masque pour avoir des palets sur du silicium. Ensuite, le palais, on fait un undercut, c'est une gravure ionique réactive à la fois physique et chimique qui vient creuser dessous. Donc ça, c'est un réacteur avec un gaz de sexafluorure de soufre. On a aussi la même chose avec du xénure de fluor. Et la fusion laser, donc nous on faisait la fusion laser, permet donc de chauffer l'extérieur du disque, et sans chauffer l'intérieur, puisque à l'intérieur c'est conducteur, à l'extérieur ça ne l'est pas, et là par tension de surface se forme cette structure toroïdale. Donc elles ont plein d'applications, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça va de la physique fondamentale au capteur, en passant par les lidars, parce que si on a une raie très fine, on peut s'en servir pour avoir un lidar, donc avoir une longueur d'onde très fine, et donc du coup un lidar qui a une portée plus longue, qui dépasse les 50 km. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à la surface de ces objets, donc ici on voit une coupe de la sphère à gauche et une coupe du tor sur la zone intéressante. Donc ici le champ prend une forme assez proche du bord, qui est, comme je vous disais, il y a plusieurs centaines de milliers de tours avant de perdre le mode, et donc il est bien ramassé contre l'extérieur de la paroi, et on imagine, enfin on le sait en fait, il y a une partie de la lumière qui est également un petit peu en dehors de la microsphère, et c'est celle-ci en fait qui est utile pour les applications. C'est elle qui va
qui va sentir, détecter, compter, faire la densitométrie. Et donc on peut faire de la recherche sur des réactions chimiques parce que les molécules vont être sensibles sur la paroi du microteur et de la microsphère. Bon, maintenant les lasers de l'extrême. Bon, d'abord les micro-lasers. Bon, je discutais donc avec Jean-Marie, c'est vrai que c'est pas non plus... Bon, les micro-lasers, depuis les années 70, on en fait. Je vais vous dire quand même vers où est-ce qu'on tend. Le Graal, en fait, pour le micro-laser à base de semi-conducteurs, c'est de pouvoir le mettre sur un circuit photonique intégré. Et donc, au XXIe siècle, le siècle de la photonique, on tend à remplacer l'électronique par la photonique. Et pour ça, on a besoin de faibles volumes, faible finesse spectrale, monochromatique, rendement très élevé et grande durée de vie. On ne parle pas d'une lampe flash, on parle d'une durée de vie qui dépasse les 50 000 heures comme seraient vos lampes LED. Les inconvénients, c'est que le micro-laser, du fait de sa taille, va avoir des faibles seuils d'apparition d'effets qui limitent sa puissance, et parfois aussi il est sensible à l'environnement et au choc électrostatique. Donc les applications industrielles, ce serait bon, déjà c'est la brique de base pour tout laser à fibre, donc pour le pompage sous-marin. C'est aussi pour la photonique intégrée sur puce, réduire les distances en fait, les interconnexions à courte distance par laser. Et donc le défi de demain, c'est d'avoir un laser industriel qui soit compatible des ordinateurs d'aujourd'hui. Pas cher. Les applications du circuit photonique intégré, c'est également le biosenseur, la bonne chip, avoir comme ici, donc un mon taux d'hémoglobine en temps réel, si je suis hémophile, ou alors mon taux de glucose si je suis diabétique de type 1. Donc je veux connaître en temps réel mes constantes. Et l'application qui moi me fait rêver, c'est la réduction de chaleur dans les data centers. Donc vous savez qu'on a cette problématique aujourd'hui, on les met en Norvège, en Suisse, dans les glaciers, on réchauffe des piscines avec les data centers. Donc si on était capable de remplacer les câbles électroniques en cuivre par des fibres optiques, on aurait donc le même résultat pour beaucoup moins d'énergie perdue. Donc une des voies, c'est le laser silicium. Donc on a hybride, c'est un mot un peu bizarre. Donc hybride, ça veut dire une entrée électrique, une sortie optique. Le laser silicium, il s'agit de ne pas avoir d'entrée optique. Il sort de l'optique, mais il rentre de l'électrique. Ça, c'est vraiment le Graal. Aujourd'hui, on a réussi, l'université UCSB Santa Barbara et Intel Corporation ont réussi en 2006 à réaliser cet objet, mais il émet pas exactement là où on voudrait qu'il émette. Donc ça se présente comme ça. Donc on a une structure sur un substrat en silicium, un isolant en silice, et des donneurs N et des accepteurs P pour venir pour donner l'énergie au laser qui se propagera évidemment dans la structure carrée au milieu. Alors, ça c'est intéressant. Le premier laser, il viendrait du cosmos. On ne l'a jamais encore prouvé, mais on a un fort faisceau d'indices en fait, parce qu'on a possibilité de faire des lasers aléatoires, donc avec des semi-conducteurs comme celui que je vous présente là. Donc il y a une petite échelle en haut à droite, c'est 1 micron. Vous vous rappelez, 1 micron, c'est la taille de la longueur d'onde, il se passe des choses, des interférences.
vous allez voir ce qui se passe. C'est-à-dire que si on a beaucoup de ces nanoparticules d'oxyde de zinc dans une solution, il est possible qu'on ait un rebouclage par rétrodiffusion donc, dans un nuage aléatoire. Et ce rebouclage, on va l'appeler le gain Molot. Et ça simule ce qui se passe dans les nuages d'étoiles WC. Les raies spectrales fines ont été observées comme la démonstration d'une raie laser. Donc en bas à droite, l'image de la WC7 Star HD, sur laquelle ils ont vu ces raies très très fines. Donc là, comme toujours, hein, la science, ça avance par essai et erreur. On verra si on arrive à en voir d'autres. Donc le laser aléatoire, comment fonctionne-t-il? Donc la rétroaction ou rétrodiffusion. Rétroaction, donc ça c'est le laser classique. On a deux miroirs, un milieu actif, de l'émission spontanée, celle qu'on n'aime pas. Et ici vous avez des chemins de propagation fermés produisant des interférences. Donc évidemment on va avoir de l'émission spontanée, mais il est possible qu'on ait parfois des émissions stimulées qui rebouclent sur leur chemin. On a déjà vu ça en fait sur les systèmes de physique de la matière condensée, qu'on appelle la localisation forte. Les spins nucléaires peuvent reboucler sur eux-mêmes si dans certains régimes quantiques à certaines températures. Donc évidemment, on ne trouve pas ces éléments partout. Le laser erbium, donc c'est le laser de l'Internet. Donc comment ne pas parler du laser erbium puisque c'est le marché le plus important des lasers. Aujourd'hui, on s'en sert à chaque fois qu'on fait un clic. Pourquoi le laser erbium? Donc ça vient de la purification des fibres optiques. En 2011, il y a eu le prix Nobel de Charles Kao qui a travaillé pour la purification des fibres et obtenir ce minimum d'atténuation de la fibre aux longueurs d'onde télécom. Donc de mémoire, on atteint 0,02 dB du kilomètre. Donc j'imagine même pas ce que ça fait en pourcentage. Par contre, j'ai fait le calcul des 40 dB d'amplification possible dans la fibre erbium. 40 dB, c'est une multiplication par 10 000. Donc on peut, à la traversée d'une fibre erbium, multiplier par 10 000 l'amplitude du signal, tout en n'en perdant que 0,02 par kilomètre. La bande passante, elle est limitée par la densité de puissance dans la fibre, c'est sa limite. Et un autre avantage du laser erbium, c'est qu'il est mis dans une longueur d'onde dite à sécurité oculaire. Ça veut dire que la lumière, quand elle arrive sur l'œil, elle n'abîme pas l'œil, elle est absorbée par l'humeur vitreuse de l'œil et elle n'endommagera pas la rétine. On a des normes beaucoup moins dures. On peut le réutiliser, ce laser télécom, pour des applications de civil ou défense. On a toutes les technologies en main pour en faire tout bon usage. Donc un petit peu de pub pour ma société, enfin Lumibird. Donc les lasers erbium, on les décline donc pas trop sur le télécom, plus sur le lidar, la détection de vent, le scanning 3D, l'automobile. Donc ce qu'on a l'automobile, donc on peut mesurer la distance et la vitesse simplement avec le lidar. Le biomédical, les atomes froids, la télémétrie, les procédés de contrôle industriel. Donc là, c'est différentes gammes de puissance et d'intégration. Ça, c'est intégré donc, sur des armoires télécom pour le scientifique. Et ici, donc, des lasers qui peuvent être multichannels, multicanaux pour le CATV dans les métropoles quand on a besoin de bande passante élevée. Donc j'ai dit que multicanaux, donc qui dit multicanaux dit pompage multimode et dit diode laser de pompe. Donc là cette fois pour le laser erbium on va avoir besoin d'un pompage optique
puisque vous avez le matériau, il est à l'intérieur de la fibre optique, on ne peut pas le pomper électriquement. Donc soit on le pompe dans une fibre monomode, par exemple quand on a besoin des transmissions sous-marines, longue distance, soit on le pompe à travers une fibre multimode, donc ça c'est le pompage multicanal par exemple. Donc on a une diode laser multimode, dont j'ai représenté le signal en bleu, ici, bleu plus énergétique, et il va amplifier fortement le signal qui est dans le cœur de la fibre optique. Et donc j'appelle ça un convertisseur de brillance, car la diode laser là, elle émet une lumière très large, elle est très puissante, mais à la fin on a un signal amplifié qui a une divergence très faible et la même puissance que la diode, de la diode de pompe, quoi. Enfin, l'efficacité de ce genre de laser, c'est 20% environ, ce qui est pas mal. Les efficacités peuvent atteindre 30% parfois. Les volumes sont extrêmement petits, extrêmement légers. On a une émission de chaleur extrêmement faible. Et en plus, ce composant diode, on peut l'utiliser dans d'autres applications. Ça, c'est la diode laser UCH que j'ai pu développer avec LumiBird. Donc, c'est une diode qui ne fait pas plus d'une pièce de 1 euro, donc, qui est la 5e génération de diode laser de pompe, le pompage multimode. Donc comme vous pouvez voir aussi sur l'image de droite, la chaleur est très très bien dirigée donc vers la semelle de la diode, donc on a une très bonne maîtrise de ce qui se passe. Donc elle a aussi un avantage, c'est qu'elle est hermétique. Le taux de fuite est de 5-10-8 atmosphères centimètres cubes par seconde, ce qui fait il faut plus d'1 an pour la charger en air. Et enfin, il n'y a pas de colle, elle est uniquement fabriquée avec un laser de ce type-là. Donc tout est assemblé par soudure, ou par soudure à l'étain, ou par soudure avec un autre laser. Il n'y a pas une trace de colle. Donc fort des technologies antérieures, on a réussi à faire ça et à gagner aussi en puissance. Aujourd'hui, cette diode-là, elle fait 5 watts à 830 nanomètres en sortie de fibre optique, ou 10 watts à 940, c'est une plateforme qui permet d'avoir différentes longueurs d'onde. Et là, l'efficacité, elle est un petit peu plus grande puisqu'on a 48%. Elle fonctionne entre moins 40 degrés et 70 degrés Celsius, et en stockage entre moins 50 et 85 degrés. C'est très haute fiabilité, qualifié spatial et made in Brest. Voilà, donc on l'a déjà valorisé en fait dans des produits, cette diode. Donc par exemple ici un Cult. C'est plus intéressant effectivement de vendre plutôt le produit. Et donc des applications possibles, c'est le spatial, le procédé des matériaux, puisque je vous ai dit 10 watts, 940 nanomètres, c'est la même puissance que celui-ci en fait. Là il y a la fibre, là il y a voilà, la fibre. Voilà, bon. L'éclairage vision nocturne, et elle peut être aussi utilisée pour l'imagerie flash. On a tellement de puissance avec ce genre de diode qu'en un flash et avec une caméra qui est synchronisée avec la diode laser, on peut avoir une information volumétrique d'un objet comme une hélice de bateau par exemple. On veut connaître son comportement en dynamique, on fait des flashs. J'ai pas d'animation, mais bon, le gyrolaser, je vais passer, je vais pas en parler. Les atomes froids, donc c'est une application donc, qui représente un petit secteur des diodes laser, des lasers, mais que je tiens particulièrement donc dans mon cœur, puisque c'est donc au LKB il y a énormément de manipulations. Donc qu'est-ce que c'est les atomes froids? C'est ralentir des atomes dans des pièges magnétiques ou gravitationnels. Donc ça c'est simplement parce que les atomes ils ressentent pas
oui, ils ressentent l'inertie, donc parfois, donc, quand on a abusé de tous les pièges magnétiques, électriques, gravitationnels, on peut les piéger. Et les meilleures horloges, les plus précises, c'est celles où les atomes rebondissent finalement, et on vient les mesurer quand ils sont en train de rebondir. Donc les horloges, c'est on interroge un atome, on regarde en fait sa fréquence, et un atome froid, c'est un standard de fréquence, c'est-à-dire que quelle que soit la vitesse, l'endroit où on est dans l'univers, l'atome va toujours avoir la même fréquence. Donc aujourd'hui, il y a une course à la stabilité de fréquence, parce que donc il y a une compétition pour savoir quel sera l'atome qui définira la seconde de demain. La nouvelle seconde. Aujourd'hui, la seconde est définie sur le césium, micro-ondes, stable à seulement 10-11 racines de Hertz. Les horloges atomiques, même sur puce, dépassent les 10-14. Donc à droite, une image de l'horloge à strontium stable à 10-16 par racine de Hertz à l'Observatoire de Paris. Donc il y a des amplificateurs Keopsis dans le réseau scientifique du futur, parce que c'est bien joli de faire ces horloges, mais c'est encore mieux de pouvoir les comparer les unes aux autres. Donc on a démontré, Keopsis a une petite contribution à ce travail, mais intéressante tout de même. On a démontré d'abord sur prototype, puis on a fabriqué des amplificateurs bidirectionnels pour le réseau fibré, donc qu'on peut voir ici. Donc c'est un réseau qui connecte différentes horloges atomiques ultra précises, et le signal est régénéré tous les 100 km. Ça permet de faire ce transfert de fréquence longue distance. Donc il y a eu notamment un transfert en 2015 ultra stable entre Paris et Braunschweig en Allemagne, donc sans perturbation, et c'est une première mondiale et un beau signal à apporter aujourd'hui où les frontières se ferment. Donc en route vers la comparaison des horloges à l'échelle continentale et avec des exactitudes inférieures à 10-17. Et demain, le futur réseau des métrologies des fréquences. Donc je vais parler peut-être des futures autoroutes des fréquences. Donc ici, on a l'ensemble du réseau continental qui permettra donc l'échange d'une fréquence stable. On n'aura pas forcément besoin d'une horloge. Et on pourra comparer plusieurs horloges avec une précision de 10-16. Et on pourra peut-être se servir de cet objet un peu bizarre donc pour faire un gyromètre géant, mesurer la vitesse de rotation de la Terre. Un autre laser donc de l'extrême, c'est le laser organique. Aujourd'hui, on a réussi à faire des OLED. Vous savez, ces écrans donc, souples sur les téléphones portables, avec d'excellents rendements et des densités de courant élevées, donc très brillants, bien gérés. Donc c'est des écrans souples, mais on n'a jamais réussi à avoir un laser souple. Pompé électriquement. On est capable de faire un laser organique pompé optiquement, par contre, avec des microcavités, Fabry-Perot, disques, mais on n'a pas encore réussi à matcher les deux. Donc, juste pour dire, le laser pompé électriquement, aujourd'hui, il y en a certains qui ont prétendu l'avoir vu, comme toujours, on en a. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'efficacité, le facteur de qualité, et puis surtout la qualité de réalisation des électrodes, qui constitue aujourd'hui la limite à ce laser souple qui pourrait être utilisé pour les téléphones portables et les applications mobiles, nomades du laser. Alors le laser mégajoule, lui, il n'est pas du tout nomade. Donc c'est aussi un laser dans lequel Keopsis est impliqué. Donc c'est un laser, le laser mégajoule LMJ au BARP, près de Bordeaux. Donc permet à des chercheurs d'analyser le comportement de matériaux dans des conditions extrêmes comparables à celles au cœur des étoiles. Les préamplificateurs de forte puissance sont fabriqués par Lumibird. Donc le laser mégajoule, il consiste à focaliser 176 faisceaux sur une cible deutérium-tritium de 1 mm3.
et ça remplace en fait tous ces essais qu'on faisait par le passé dans le Pacifique, qui sont aujourd'hui finis, et qui envisagent peut-être d'avoir une énergie nouvelle, la fusion nucléaire. Donc ça, c'est un laser qui fabrique ces objets-là. Et à droite, vous voyez un empilement de diodes laser, donc pour le pompage des cristaux néodyme vert du laser mégajoule. Bon, dans l'espace, on a également des lasers. Donc là, ce sont des réseaux de satellites qui échangent visiblement des données entre eux. Mais moi, je voulais plutôt vous parler de l'astronomie gravitationnelle, un sujet aussi qui me passionne. Aujourd'hui, on a détecté des ondes gravitationnelles par laser, en fait. C'est arrivé... donc, les ondes gravitationnelles, c'est connu en physique théorique depuis le XXe siècle, mais pendant longtemps, nos appareils n'étaient pas assez sensibles pour observer leurs effets. Donc c'est les déformations de la courbure de l'espace-temps. Donc deux expériences indépendantes, donc LIGO, proche de la Nouvelle-Orléans, à Houghton, et Virgo, proche de Pise, ont été conçus et réalisés pour tâcher d'en faire leur découverte. Donc LIGO a obtenu la première signature d'une collision de 2 trous noirs en septembre 2015. 2 bras d'interféromètre de 4 km de long avec des miroirs suspendus pour pallier les contraintes sismiques ont été nécessaires pour faire cette observation. Et demain, pourquoi pas faire cet interféromètre, mais LISA, Laser Interferometer Space Antenna, donc ce serait un projet multinational, donc qui permettrait de détecter dans l'espace, à la même manière que les LIGO, avec des bras d'interféromètre de 5 millions de kilomètres de long. Donc là, on arrive sur des lasers... voilà, donc il y a 3 interféromètres, il y a 5 millions de kilomètres entre chaque satellite et une sensibilité qui permettrait d'en savoir... de connaître les moindres secrets de notre univers. Et pourquoi pas aller vers les voyages interstellaires? Donc, pour atteindre Proxima du Centaure, qui est à 4,2 années-lumière de nous, il faut, aujourd'hui, avec les meilleurs engins qu'on a, il faut environ 20 000 ans. Ben, en fait, certains chercheurs, donc le Breakthrough Starship, proposent d'y aller en 20 ans. Donc pour ça, ils emploieraient une voile solaire poussée par la pression de radiation de laser au sol. Donc la sonde qui capturerait l'image de Proxima du Centaure, elle pèserait seulement 1 microgramme et la puissance du laser serait équivalente au laser mégajoule, donc 10 mégajoules. Par contre, ce qu'ils disent pas, c'est quelle est la masse de la voile. Bon, le véhicule autonome, c'est un marché indispensable des lasers. Je crois qu'en 2025, il y aura 8% des véhicules qui seront équipés. Donc il y en a déjà des télémètres laser donc chez Valeo pour l'assistance à la conduite tout automatique. Le scanner laser Scala donc de Valeo, donc on peut trouver dans le radiateur de cette Audi, mais également chez les forces de l'ordre, hein, j'ai pu le voir, pas personnellement, mais enfin, j'ai un ami qui a un lidar intégré dans sa voiture aux États-Unis, là, donc une voiture de police, c'est les voitures de Batman, et donc il a un rangefinder qui, donc en un clic, donne la vitesse et la distance. Cet appareil étant calibré tous les 6 mois pour assurer une traçabilité. Et je vais peut-être finir par les applications aéroportées. Donc des télémètres embarqués peuvent avoir des portées de 8 à 10 nautiques. Donc un nautique, c'est 1,852 km.
et donc permettent d'assurer des suivis sur donc à peu près 18 km. Donc on peut aussi avoir un décollage sans pilote et des systèmes anti-collision sur les aéroports. Le système sur le Charles de Gaulle dispose d'une aide à l'appontage pour les avions Rafale. Et pour les surveillances aéroportuaires, on peut détecter localement des cellules orageuses. Donc c'est basé sur la technologie du laser lidar Doppler. Donc on fait une surveillance aéroportuaire, on détecte localement des cellules orageuses. On est capable avec un système au sol, donc Doppler lidar, d'avoir la vitesse, l'orientation du vent, l'épaisseur, la distance du nuage ou de la douche d'eau. Il y a aussi un lidar sur le Monge, qui est un outil indispensable pour la dissuasion nucléaire française. Donc il a une portée de 100 km, ce lidar, et il est constitué de 6 lasers. Et il mesure la densité de l'atmosphère, la température, l'humidité pour les tirs balistiques. Et le laser sur Mars, pour finir. Donc le laser sur Mars, c'est aussi un laser fabriqué par Lumibird. Donc il est intégré à Chemcam, le spectromètre associé à un laser. Donc qu'est-ce que c'est un spectromètre? J'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était un spectromètre. Un spectromètre, c'est ce qui permet de déterminer la composition en surface des roches martiennes. Quelles sont Donc la méthode, c'est Laser Induced Breakdown Spectroscopy. En gros, c'est des impulsions qui cassent la matière, qui brisent la roche pour pouvoir l'analyser. Donc la photo de gauche, vous voyez la NASA, c'est une photo de la NASA, donc le spectromètre. La partie, c'est la partie de détecteur, et à droite, l'ensemble laser plus détecteur sur le rover Curiosity. Et en biologie, j'en ai pas beaucoup parlé, donc on peut traiter le glaucome, c'est-à-dire la photocoagulation au fond de la rétine. Le laser va cicatriser une plaie en fait au fond de la rétine. On peut également effacer des tatouages avec un laser pulsé. On a des microscopes qui se servent de laser comme de trackers pour des marqueurs comme le suivi de l'ARN messager à l'intérieur des cellules. On fonctionnalise finalement l'ARN, on lui met une petite lampe. Et l'amélioration des techniques microscopie, l'observation en temps réel de zones très précises dans le cerveau. Par exemple, chez le rat, on peut voir avec la précision du laser ce qui se passe quand on émet un son ou qu'on touche ses fibrilles. Mais les applications principales du laser, c'est avant tout la densitométrie. La densitométrie qui permet de vérifier la quantité donc de molécules dans un échantillon. Donc on a des lasers, donc ça c'est plutôt des systèmes cette fois-ci. Donc on est leader dans la technologie des lasers et des ultrasons depuis plus de 30 ans. Donc on a des lasers verts, des lasers pour la photocoagulation de la rétine à droite, et des plateformes aussi ultrasons en bas, donc le Compact Touch qui permet donc de corriger quand la rétine se décolle en fait. Donc, finalement, le laser, c'est une découverte scientifique qui a conduit à de grandes avancées technologiques, mais aussi une amélioration de notre quotidien. Il continue à être associé à des découvertes. Donc on a 26 Nobel aujourd'hui qui l'impliquent, et leurs perpétuelles améliorations de performance amèneront des découvertes, je pense, inattendues, et dans le secteur du spatial notamment. Voilà. Je vous remercie à tous de votre attention.